Bonjour et bienvenue à l'Université du Mirail. La fac est bloquée aujourd'hui, on espère que la neige vous a pas trop tardé, que le froid vous a pas trop engourdi et que vous allez passer un grand moment avec Beyoncé. On se retrouve à 10h30 en grand amphi pour l'Assemblée Générale. Personnel, étudiants, vous êtes tous invités. Le plan Vidal, c'est un plan national en fait qui vise à la sélection des étudiants et des bacheliers. C'est-à-dire que ça veut dire qu'on aura, en fait, les dossiers seront complètement étudiés de ces étudiants depuis le secondaire, c'est-à-dire depuis la 6e, ils peuvent remonter jusqu'à la 6e pour chercher une cohérence de parcours et du coup d'être sélectionnés à la faculté. Ça crée des bacs différents en fait suivant les lycées et là on a vraiment des lycées qui au lieu d'être de manière égale en fait, juste envers tous les bacheliers partout en France, en fait là on aura vraiment des vitesses variables en fait carrément par lycéen. En STAPS, à Paul Sab, il va falloir avoir le BAFA pour rentrer en STAPS. C'est entre, du coup, tu m'avais dit, entre 500 et 1000 euros, jusqu'à 1000 euros le prix, ça demande plusieurs semaines. Tous les gosses au lycée ne peuvent pas passer le BAFA pour rentrer là-bas. Il y a des universités qui demandent également qu'il n'y ait aucune sanction disciplinaire. Donc ça veut dire que tu as fait une erreur au lycée, tant pis pour toi, tu ne rentreras pas à l'université. Il arrive en CE2, suppose, c'est petit, hein. Toi, en CE2, déjà, depuis le CP, sur son livret qui le suit, il y a marqué qu'il a eu vachement de mal à apprendre à lire, en CE1 qu'il était dissipé. Évidemment, il arrive en CE2, direct, la maîtresse, elle le calcule, là, ou le maître. Toi, dès la première semaine, elle le cadre. C'est-à-dire, elle ne le cadre pas, en fait. C'est-à-dire, juste, elle le conforte dans son personnage. On sera sélectionné par rapport à notre dossier. Donc, s'il est incohérent, admettons si par exemple on a toujours eu envie d'aller en lettres, mais qu'on a toujours été bon en physique-chimie, admettons par exemple, et qu'on a eu pendant notre parcours des difficultés en français, on pourra ne pas être accepté à ça. À cela s'ajoute du coup que les professeurs et les conseillers d'orientation peuvent définir pour nous le parcours le plus adapté au vu de notre dossier. Que les professeurs de lycée que nous sommes, on est obligé de commencer à devoir expliquer comment candidater pour des gens qui ont 17 ans dans les parcours supérieurs. Alors je vous rassure qu'il y a beaucoup d'enseignants qui le refusent. Je pense que c'est pas évident de se retrouver devant un amphi où les gens sont pas motivés, ou n'ont pas envie de venir, ou là, au bout de la moitié de l'année, 50% partent. Mais dans ces 50%, il y a aussi de la réorientation. C'est une chance aussi de venir, de découvrir le cours et de se dire en fait j'aime pas ça, j'ai envie de changer et là je suis bloquée, bon tant pis, c'est pas grave. C'est un peu le choix qu'ont les auditeurs libres ou ce genre de choses. Ceci étant, il y a aussi cette espèce d'obligation d'aller dans l'enseignement supérieur, d'avoir des études supérieures, qui pousse du coup les étudiants à venir et finalement à pas être intéressés par ce qu'ils font en fait. Ils sont intéressés par le diplôme à la fin et les débouchés, mais pas ce qui vient concrètement pendant les cours. Et je pense que le problème est plus profond que ça, en fait. Si les étudiants viennent et ne sont pas intéressés,
c'est qu'ils se sentent obligés de venir parce qu'ils se sont sentis obligés par les parents, par les professeurs ou autres, d'accéder à des études supérieures pour leur bien-être en fait. Et on devrait avoir le droit d'avoir le temps de se trouver. Hein, parce que, par exemple, si il y a, je ne connais pas du tout le pourcentage d'échecs à la fin de la première année, par exemple, de psycho, j'en sais rien. Il y a des disciplines aussi qu'on découvre quand on y rentre. Les étudiants qui arrivent ici en musicaux, ils n'ont pas tous le même passé de musiciens. Ils n'ont pas tous la même aisance, ils n'ont pas tous les mêmes facilités, la même rapidité à comprendre des choses, etc. C'est des personnes différentes. Donc moi, mon but, c'est que tout le monde progresse et qu'à la fin, ça fasse quelque chose de vraiment un objet musical important pour tous. Voilà. Quel que soit le point de départ. Et la musicologie, on fait des tests qui sont une façon de dire, de prévenir justement l'échec. Et parfois, hélas, on est trop inquiet, entre guillemets, de ce qu'on voit des candidats et on se dit, on ne peut pas ne pas leur dire qu'on les enverrait au casse-pipe, parce que justement, c'est pour nous l'idée de ces tests-là. Le test d'entrée, je l'ai passé, et en réalité, j'avais pas du tout le niveau en fait pour entrer. Et on m'a dit, putain, t'as l'air motivé, vas-y, rentre et tout. Et en fait, du coup, le test d'entrée, bon, en fait, il m'a pas sélectionné, enfin, il m'a sélectionné parce qu'il y a des professeurs qui se sont dit, putain, Sifo, il a l'air vraiment chaud et tout, il va rentrer. Et la réalité, c'est que là, pour en témoigner, les premiers cours de FM, c'était page blanche sur page blanche, et qu'à la fin de l'année, peut-être, juste parce que j'ai été motivé et que c'était mieux et tout, c'est mieux passé. On peut être meilleur que par rapport aux autres, ça c'est clair et net. Mais pour moi, c'est un peu comme le calibre des fruits et des légumes. Finalement, c'est pas parce qu'ils ne sont pas calibrés qu'ils ne sont pas bons. Ils sont toujours aussi bons, en fait. Tous les fruits sont toujours aussi bons, c'est juste qu'ils sont moins présentables. Donc voilà, nous on pense que la fac, elle a un intérêt de mission publique qui est de pouvoir éduquer tout le monde, et qu'en fait, elle a besoin de moyens pour ça. Et que c'est ça le vrai problème. Donc du coup, on est contre la sélection. Et on est contre la fusion qui est en fait exactement le même problème. Surtout qu'en fait, ça va ensemble. Le projet IDEX, en revanche, c'est autre chose, c'est un label. L'IDEX, en fait, c'est un label d'initiation à l'excellence et en fait qui valorise, qui cherche en tout cas à hisser la recherche et... oui, c'est ça, à hisser la recherche dans les classements internationaux, en fait, afin qu'on ait une visibilité plus importante à l'international. Et quand on dit IDEX égale fusion, non, c'est pas égal, c'est pas la même chose. IDEX, c'est voilà, l'accès à un financement. Pour avoir accès à ce financement, on demande aux universités de se regrouper pour avoir une masse critique plus importante pour la visibilité. On peut discuter de ça, évidemment, hein, bien sûr. En fait, c'est de l'argent qui va aller à des recherches selon 6 critères. Donc, ces critères-là, il n'y a pas la musique, hein, ne vous inquiétez pas. Les 6 axes sont du coup transition énergétique et nouveau itinéraire de la matière, santé, guérir et vieillir en bonne santé, aéronautique, espace et nouvelle mobilité, transformation digitale, patrimoine, innovation / création et environnement complexe, c'est-à-dire l'espace, l'océan, les environnements terrestres le plus large possible. De la même manière, il y aura seulement 50% des scientifiques qui feront partie d'une espèce de cartographie qui s'appelle Force, Émergence, Pépites. Ça donne envie. Ces scientifiques devront travailler sur ces 6 axes et ce n'est que eux, ces 50%, qui seront sur ces axes, qui pourront bénéficier de 80% du budget IDEX. Donc ça ne nous reste que 20% en fait, qui appartiendront aux autres scientifiques qui veulent éventuellement faire autre chose. Donc en plus de cartographier la recherche, ça les réduit énormément.
À quoi bon dépenser de l'argent pour des étudiants qui finiront de toute façon précaires ou chômeurs? Ils ne veulent investir dans l'éducation que lorsqu'elle est profitable pour le capital. Et c'est aussi le but de la fusion du plan étudiant et de la réforme du bac que de créer des parcours scolaires conformes à la volonté du patronat. Donc moi, si je lis après le slash, parce qu'il ne faut pas s'y arrêter, je vois qu'on parle des pratiques artistiques qui questionnent les valeurs comme l'égalité devant l'apprentissage, l'éducation, le monde du travail et la rémunération. Voilà. C'est-à-dire que pratique artistique, qui est dans un contexte quand même d'égalité devant un certain nombre de choses comme l'éducation et le travail. Donc, les pratiques artistiques font partie des... sont explicitement citées dans les 6 axes stratégiques. L'argent supplémentaire, d'accord, qui va être, si jamais le projet est accepté, c'est l'argent supplémentaire qui est apporté par cet IDEX, qui sera distribué, comme on disait, selon ces 6 axes. Et moi, je vois que les pratiques artistiques y sont. Donc je me dis, bon, c'est pas mal non plus. Alors effectivement, tu as raison, le mot artistique apparaît dans le texte, il apparaît une fois. Le mot ingénierie apparaît 24 fois. Le mot technologie apparaît 13 fois. Le mot biologie, alors pas cinéma, pas musique, pas tout ça, mais le mot biologie 4 fois. Le mot aéronautique, je suppose qu'il va y avoir un terrain d'aviation posé sur les toits. C'est ça qui m'a intéressé le plus. Le défi est de pouvoir proposer des parcours professionnalisants visant une insertion professionnelle rapide, répondant aux besoins des acteurs socio-économiques au niveau cadre intermédiaire ou assistant ingénieur. Ok, donc ça c'est page 17. Moi, si tu veux, j'ai du mal à voir, en général, déjà, en termes de génération, mais qui sont ces gens, quoi? Combien sont-ils? Tu vois, c'est très peu de personnes. Très peu de personnes sur une génération, où là, en plus, vous arrivez, là, vous êtes les baby boomers là, des années 2000, dire vous êtes 25% de plus qu'il y a 10 ans à arriver à vouloir rentrer dans les universités, mais quoi, qui est-ce? Qui est-ce? Et ensuite, après, tu penses, les étudiants musicaux, une insertion professionnelle rapide? L'avantage de ce projet, c'est qu'il va favoriser des projets pluridisciplinaires. C'est-à-dire qu'on va pouvoir faire des projets avec des scientifiques, on va pouvoir faire des choses entre art et sciences qui aujourd'hui sont beaucoup moins faciles et qui seront valorisées justement à travers ce genre de financement fléché. Voilà. L'art, en fait, n'est pas rentable pour les industriels, en fait. Il n'y a pas d'application directe, il n'y a pas de débouché industriel direct sur l'art, en fait. Ça n'existe pas, c'est même son opposé idéologique, j'ai envie de dire, l'art et la rentabilité. Comme on n'appartient pas au projet, en tout cas c'est la sensation que j'ai moi en lisant le dossier, on n'appartient pas à ce projet, on le voit et on le sent. On sait qu'on n'a pas notre place là-dedans et c'est aussi pour ça qu'on se bat autant, nous, au Mirail, pour ne pas être intégrés là-dedans, quoi. Alors, chaque année, il y en a un petit peu moins. On nous demandez à nos collègues, on nous demande chaque année de faire mieux, mais avec un peu moins d'argent. Donc il y a un moment où, au bout de quelques années, ça devient très très compliqué. La fusion des universités, c'est-à-dire tel que le prévoit le projet IDEX avec du coup l'intégration du T1, du T2J, donc notre université du Mirail, l'INSA, l'INP, les CHU et les organismes de recherche. Ce rassemblement n'est pour l'instant et pour l'heure absolument pas légal, malgré le fait que plusieurs établissements en France l'aient déjà fait. Ça n'a absolument rien de légal puisqu'on est en dérogation. En fait, ces établissements expérimentaux seront en dérogation par rapport au Code de l'éducation, qui garantit entre autres les prix bas et les prix plus ou moins stables des licences. Ça, à partir du moment où ça passera, ça n'existera plus. On sort du cadre dans lequel l'université est à l'heure actuelle pour aller dans un autre cadre dont les caractéristiques vont être décidées vraisemblablement par ordonnance, dans le courant 2018. Donc, en quelque sorte, on signe sans savoir exactement où on va.
Et c'est pas, je crois pas que c'est une version pessimiste, c'est juste une version inquiète. Parce que voilà, quand on nous dit oui, il y a des tas de mensonges dans ces revendications sur l'augmentation des frais d'inscription, tout ça, c'est du fantasme justement idéologique de gauchistes échevelés. Moi, j'ai pas l'impression de lire ça dans les documents. Moi, j'ai l'impression que ça peut tout à fait être dérégulé. Après, on peut y mettre derrière tout ce qu'on veut. On peut dire, ah ouais, mais c'est la porte ouverte, ça va être la privatisation, ça va être les droits d'inscription à 3 000 € pour une licence de musique, ça va être la fin du truc. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Moi, je ne l'ai pas vu, ça, si vous voulez. Je ne l'ai pas vu. Hein. Dans les universités fusionnées, comme Strasbourg, où il y a ou même Lorraine, etc., pour la musique, puisqu'on parle de la musique, si vous voulez, les droits d'inscription n'ont pas bougé d'un centime. Hein. Pour s'inscrire en licence, en master, en doctorat de musique, hein, dans toutes les universités fusionnées. Voilà. Moi, en fait, ce qui m'interpelle, c'est, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est écrit nulle part les suppressions de postes, c'est écrit nulle part les augmentations des frais d'inscription. Moi, je me pose la question, est-ce que les universités qui ont fusionné, même si vous dites qu'ici c'est pas une fusion, est-ce qu'on leur avait dit, bon, vous allez voir par contre les frais d'inscription ça va monter, vous allez perdre vos postes et tout, et du coup ils ont signé comme ça parce qu'ils se sont dit, ah ouais chouette, ça va être super. Je suis peut-être d'un naturel trop optimiste, après tout, hein, je sais pas, mais moi j'ai envie de voir ce projet comme une chance d'ouverture et plutôt que comme une menace voilà, tout simplement. C'est pas quelque chose qui va régler tous les problèmes de l'université, évidemment. C'est pas quelque chose tout d'un coup, ah chic, on a l'idée que c'est génial, etc. Mais, voilà, quand on a le choix, est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas, je pense qu'il vaut mieux essayer de se présenter à ce concours. Département de musique, on est tous en grève. Le département entier a voté la grève pour la raison qu'on ne peut pas se mobiliser à cette cause politique, parce que c'est une cause politique, et en même temps assister aux cours. On n'a pas le temps, je veux dire physiquement, c'est pas possible de pouvoir faire ça. Et les blocus permettent ça en fait, permettent de libérer les étudiants de leurs cours et pendant une journée, ce qui en soi n'est pas très cher payé, pour pouvoir s'informer justement. C'est pour ça que je parle de mauvaise foi quand certaines personnes ne veulent pas s'informer ou ne se disent pas informer, c'est qu'ils en ont parfaitement l'opportunité en fait. C'est juste que c'est une décision personnelle de leur part, quand ils vont à un blocus, de rentrer chez eux et de ne pas s'informer à la chose. Le blocus, pourquoi nous on l'a voté personnel, c'était notamment pour ça, et notamment les enseignants qui sont moins mobilisés que nous, les GATS, dans ce mouvement, c'est provoquer figer l'activité de l'université, la bloquer pour permettre le débat. Et là, le débat, il a lieu aujourd'hui. Il y a des gens ce matin qui m'ont dit, mais tu comprends pas, moi j'ai payé ma licence, j'ai payé mon master. Moi aussi. Le blocage, ça doit être un outil qui doit être utilisé pour mobiliser un maximum de monde. On n'est pas là comme ça pour s'amuser à faire des blocus. Certains se sont levés à 5 heures. On n'est pas là pour s'amuser. Comme dans tous les mouvements militants, on nous prend pour des débiles en disant vous n'avez pas pensé à ça, vous n'avez pas pensé à ci. Si, on y a pensé. On est légitime. Et en fait, vous manifestez et vous nous bloquez l'accès à nos salles de cours pour revendiquer des libertés et des droits en nous privant des nôtres. Il ne faut pas non plus rentrer dans une routine où en fait effectivement on continuerait bloquer parce que les étudiants, date de mobilisation, donc c'est cool, je peux rester chez moi. Mais si tu restes chez toi, moi ça m'intéresse pas, moi je veux que tu viennes manifester avec moi en fait. Moi je veux que tu viennes en assemblée générale là, donner ton opinion, toi aussi dire que tu es contre cette réforme. Ce matin on a entendu, oui, on va déménager, vous allez nous frapper, je sais pas. Non. La dégradation des locaux aggrave la situation. Nous avons eu la chance, en cette rentrée 2017, de bénéficier de locaux neufs pour optimiser notre réussite. En fait, je pense que c'est un faux débat parce qu'aucune dégradation n'a été décidée. C'est juste que malheureusement, il y en aura toujours pour en faire. Donc, je vous exhorte juste à vous ne pas en faire, à rappeler qu'il ne faut pas en faire, à dire pourquoi. Donc, pas sa filiation d'Avancy, parce que ça met encore plus sous pression le personnel. Et voilà.
Si vous avez des solutions à proposer, nous sommes preneurs. C'est bête de se diviser autant, alors que si nous étions unis malgré les opinions sur le blocage, nous aurions davantage de poids face à ces injustices. En les dégradant, vous entachez l'image de cette université. Profitant à qui? Aux étudiants? À leurs conditions de travail? Pour rappel, le blocage est la preuve qu'il est possible d'inverser le rapport de force et donc de prendre du poids dans cette lutte. Je propose le maintien du blocage général jusqu'à nouvel ordre. Je lis ce qu'il y a écrit. C'est une proposition, on la votera plus tard, je lis simplement ce qu'il y a écrit. Il faut accepter l'opinion des autres. Et vous, ce que vous faites en bloquant les bâtiments, c'est que vous acceptez pas qu'il y ait des gens qui préfèrent aller en cours que d'aller en manifestation. Le problème, c'est que le vote de ce blocage est absolument pas démocratique, puisque 900 étudiants et membres du personnel ont voté pour la grève. Donc 900 sur 30 000. Alors je ne suis pas très fort en mathématiques, mais je pense que c'est un peu en dessous des 50%. Moi, j'espère qu'on est plus légitime à 900, 1000, 1200 à l'Assemblée Générale qu'à 36 dans une salle surchauffée au rectorat. Heureusement qu'en 43, quand les résistants faisaient sauter les voies ferrées, ils ne se demandaient pas si les trains derrière allaient arriver à l'heure ou pas. Qui ne prend pas part au vote? Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Eh bien, la grève est revotée. On peut se féliciter. L'intérêt de faire des reportages sur le mouvement, c'est d'informer sur la sélection, la fusion, le plan étudiant, etc. Incroyable mais vrai, ça fait 50 ans qu'on bouffe des débats sur la légitimité des blocus dans les universités. On a compris, on est les grands méchants, mais vraiment pas merci de vous concentrer sur les discours anti-blocage, et oui, on vous voit. C'est un sujet important à débattre en AG et dans la fac, mais les enjeux à l'échelle nationale ne sont pas ceux-là. Il y a beaucoup de choses, ça fuse, c'est compliqué. En fait, j'écoute comment depuis tout à l'heure et ça n'a jamais été aussi flou dans ma tête. En fait. Je vais pas dire que je suis complètement perdue parce que quelque part j'entends les arguments pour et ils sont vraiment intéressants. Et aujourd'hui, vraiment, je me pose la question, est-ce qu'au final j'ai fait les bons choix? Est-ce qu'au final je me bats vraiment pour la bonne cause? La fac, c'est bien, et ce qu'on y apprend, c'est capital pour l'enseignement de la vie. Mais là, actuellement, on est sur un événement plus gros que ça, en fait. On n'est pas juste sur avoir sa licence ou pas, on n'est pas juste sur réussir son année ou pas, en fait. On est sur un événement qui risque et qui va changer tout notre futur par rapport à ça, et le futur de l'éducation, et la manière d'envisager l'éducation même. Et je pense que c'est ça aussi le point capital de la chose, c'est que finalement, ça va sur tous les bords, en fait. Ça va sur tous les côtés, ça déborde de partout. Quand je parle autour de moi de ce qui se passe ici, personne n'est au courant. Personne. Voilà. Donc, évidemment, je me dis qu'on ne choisit pas les bons moyens. Voilà. Après, tu vois, quand je vois une proposition en AG d'aller bloquer la gare avec les cheminots, c'est sûr, on le verrait mieux.
Maintenant, est-ce que vraiment c'est une bonne idée aussi la convergence des luttes, ça, moi j'y crois à fond. Mais Et je pense qu'on essaie de mobiliser aussi à l'échelle de la France possible, de la France entière en fait. Dans l'absolu, c'est ce qui devrait se passer, c'est qu'on devrait... Quand je dis qu'on se sent tous mobilisés, c'est pas que la fac en fait. C'est aussi tout le reste, c'est la France entière, c'est les papis, c'est les mamies, c'est tout le monde. C'est pour leurs petits-enfants, leurs frères, leurs sœurs, leurs connaissances, le voisin qui a 8 ans actuellement et qui, dans 8 ans, va se retrouver face à ce projet de merde et à cette sélection toute pourrie et galérer en fait, et qui va continuer à galérer. Quand il a neigé à Paris l'autre jour, du coup, personne n'a parlé des agriculteurs qui ont bloqué pendant des jours et qui étaient au fond du désespoir. Là, je veux dire, on ne parlait que de la neige, quoi. Donc, je pense que un des trucs efficaces dans la lutte, là, ça serait de réussir à avoir un médium, quoi, un vrai... tu vois, des médias qui s'emparent du truc et qui le suivent vraiment, quoi. Parce que, hélas, qui ça embête, en fait? Est-ce qu'on veut une éducation libre et gratuite, dans la mesure du possible, en tout cas au prix les plus bas possibles et pour tous? Ou est-ce que finalement on préfère une optimisation et une rentabilité des formations pour arriver au plus efficace, le plus rapidement, même dans la recherche, malgré le fait que ça se déroule pas comme ça. C'est pas ce qu'on nous a montré, c'est pas ce que la vie nous a montré jusqu'à présent, quoi. La musique, les cours ouverts, les répés, où tu vas pouvoir mettre la musique ensemble et tout ça. Moi, je trouve que c'est magique parce que ça crée un élan solidaire et créatif qui me réjouit énormément pour vous. Je me dis, bon, mais voilà, ça, c'est... voilà, cette génération, ces jeunes gens-là, ils sont en train de faire un truc qui est vraiment porté par quelque chose qui est vraiment, ouais, c'est vraiment les mots, quoi. Solidaire, créatif et engagé. Je trouve ça superbe. Ce projet et la situation que nous vivons fait que, comme votre témoignage en rend compte finalement, c'est que ça va bien au-delà de ça et qu'il y a une vraie inquiétude qui est beaucoup plus globale, qui concerne l'avenir, qui concerne la place de la jeunesse dans la société, qui concerne énormément de choses. Et, non mais c'est vrai, évidemment. Et qu'est-ce qu'on est en train de construire comme société pour la jeunesse qui arrive? Et c'est des choses, moi je vous remercie parce que on les entend, on devrait les entendre plus souvent pour que ça soit des guides pour l'action à notre niveau, quoi. Ça c'est absolument évident. Merci de faire grève pour cette société, puisque appauvrir l'éducation, et notamment pour une fois appauvrir les sciences humaines et sociales, c'est gravissime pour l'avenir, puisque si on abaisse à ce point-là le niveau de ce qu'on a autour de nous, on est quand même vraiment mal barré. Donc on appelle, nous, à la Convergence des luttes, à vous suivre, on vous regarde, et à participer au maximum aux mêmes rassemblements, aux mêmes manifestations. L'objectif du gouvernement, c'est de nous dire qu'on est trop de jeunes. On est trop de jeunes à vouloir étudier. Mais on n'est pas les seuls à être trop. Il y a aussi trop de vieux dans les EHPAD. C'est pour ça d'ailleurs qu'on ne peut pas rajouter d'infirmières et qu'elles grèvent. Il y a trop de chômeurs. C'est pour ça qu'il faut les piquer par le Pôle emploi. Apparemment, il y a trop de précaires. C'est pour ça qu'il faut réduire les APL. Il y a trop de femmes qui veulent avorter, c'est pour ça qu'à Paul de Viguier, elles font grève, parce que du coup, elles ne sont pas assez nombreuses. Moi, ça me fait péter un plomb, je suis désolée, ça me fait péter un plomb. On est trop? Ah bon, on est trop, mais c'est vous qui êtes de trop. I've got a black hole on my mind, a black hole will kill
Mais vous, je trouve ça magnifique d'avoir, tu vois, d'avoir des valeurs communes qu'on défend et avant de perdre ses convictions. Non mais c'est vrai, je te jure. Et ça m'émeut en fait, ça m'émeut vachement quand je vais en nager dans les grands amphis et que j'entends certaines déclarations d'étudiants, certaines prises de position et tout ça, je me dis ouais c'est vraiment chouette quoi. On n'est pas encore dans un monde de moutons. Juste de moutons et ça je trouve ça vraiment chouette. Can you see me like I am? Can you see me like I really am? Can you see me, darling, and see the good things of me? And I cry, I cry, I cry, I cry again. And I cry, I cry, I cry, I cry again. And I cry, I cry, I cry, I cry again. Ce qui me plaît dans l'université française, c'est vraiment le fait de voir plusieurs nationalités dans un même cours. C'est de voir des personnes handicapées dans les AG et dans les classes. C'est à la fois aussi de pouvoir voir des personnes à la fois jeunes et retraitées dans une seule place et pouvoir interagir. L'université c'est un bien public et il faut tout faire, il faut qu'on se batte pour que cette université reste ouverte à tous les publics.